Guillaume Tussaud est professeur à l'école de droit de Sciences Po à Paris et il est aussi membre de l'Institut universitaire de France et il enseigne à Sciences Po le droit constitutionnel. C'est un spécialiste de droit constitutionnel comparé et il est en train de mettre la dernière main, je crois, à un volume de contentieux constitutionnel comparé. L'avant-dernière main, d'accord, mais qui devrait paraître dans peu de temps. Mais il a plusieurs cordes à son arc et Guillaume Tussaud est également, il ne va pas venir nous parler aujourd'hui de droit constitutionnel, c'est également un théoricien du droit. Et en tant que théoricien du droit, d'ailleurs, avec une formation assez diverse, puisqu'il a fait sa thèse sous la direction de Michel Tropper à Paris 10, donc dans un courant que je dirais en gros pour les étudiants qui suivent le cours de droit naturel, de philosophie analytique, de courant normativiste, etc. Mais aussi avec des publications qui s'inscrivent dans une perspective plus critique sur le droit. Et last but not least, c'est également, et je dirais même surtout encore, un spécialiste de Jérémy Bentham, grand philosophe du droit s'il en est, et Guillaume Tussaud est d'ailleurs un des membres d'un centre très très dynamique qui fait beaucoup de choses pour la faire connaître et assurer de nouvelles traductions de l'œuvre de Jérémy Bentham, et qui est le centre Bentham. Et Guillaume Tussaud a publié 2 livres, il a publié plusieurs choses, mais en son nom propre, il a publié 2 livres relatifs à Jérémy Bentham. L'un qui opère finalement un rapprochement opportun entre les 2 spécialités, puisque ça s'appelle Jérémy Bentham et le droit constitutionnel. Et le second que je vous montre, qui est un essai qui est sorti l'an dernier aux éditions Dalloz, et qui s'appelle Jérémy Bentham, la guerre des mots. C'est un titre qui est un peu énigmatique sans doute pour certains d'entre vous et que je ne vais pas expliquer maintenant, mais je vais vous dire que c'est un très bel essai qui se lit très facilement, qui est très amusant et donc dont je vous recommande la lecture après cette conférence pour ceux qui voudront en savoir plus sur Jérémy Bentham. Mais d'abord, on va écouter Guillaume Tussaud, dont la conférence est intitulée « Vers une jurisprudence utilitariste, la pensée juridique de Jérémy Bentham ». Je lui cède la parole. Merci Benoît. Merci. Ça va ? Merci infiniment à tous pour votre accueil. Je tiens à te remercier très chaleureusement pour m'avoir invité et remercier de leur accueil l'ensemble des membres du Centre Perelman, avec qui maintenant des collaborations et des amitiés solides se sont nouées. Et je veux voir naturellement dans cette invitation et le plaisir d'être là la promesse de réflexion, de collaboration, de recherche, de projets futurs. L'un des motifs qui font que c'est assez naturel pour moi de venir à Bruxelles parler de Bentham, c'est la couverture de l'ouvrage que Benoît vous a présenté. Pour tout vous dire, initialement, ce n'était pas cette couverture qui était prévue. Et puis l'éditeur m'a dit, la couverture qu'on a choisie, c'était la couverture où on voyait un vieux docteur, c'était une peinture des années 1700 et quelques, où un docteur battait la mort aux échecs. Et on voyait le squelette de la mort avec sa faux partir de dépit face à l'échec émat que lui avait infligé le docteur. La difficulté de cette peinture, c'est que la reproduction au titre de couverture dans cette collection-là, avec leur charte graphique et je ne sais quelle autre considération technique, aboutissait à une couverture trop sombre et donc ça n'allait pas. Et j'apprends ça le soir et il fallait trouver une couverture de rechange pour le lendemain, naturellement. Et je me suis dit tout bêtement, qui est-ce que j'aime comme peintre ? Et Magritte est l'un de mes peintres favoris. La série du thérapeute est une série que j'affectionne particulièrement et donc j'ai proposé à Dalloz de prendre l'une des versions de la série du thérapeute de Magritte comme couverture.
Et ce qui est assez fascinant, c'est que la position du thérapeute est exactement celle de la momie de Jeremy Bentham, que l'on peut voir à Londres, momie sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Donc pourquoi Bruxelles, finalement, ça s'imposait, finalement c'était dans l'ordre des choses, parce que en même temps que je viens vous parler de Bentham, je vais aller aussi rendre visite, comme je rends visite périodiquement à la momie, rendre visite à la maison et au musée de celui qui m'a offert la couverture de cet ouvrage. Alors évidemment, ce n'est pas ça qui a suscité chez vous la curiosité pour Bentham, c'est peut-être le fait que vous regardez la télévision et que vous connaissez la série Lost. Et dans la saison 5, qui a été diffusée en Belgique, j'ai vérifié sur RTL TVI ou TV1, du 14 août 2009 au 2 octobre 2009, donc vous étiez nécessairement présent devant vos écrans, il y a un épisode qui s'intitule The Life and Death of Jeremy Bentham. Et dans cet épisode sur la mort de Jeremy Bentham, le personnage qui s'appelle traditionnellement John Locke se voit confier une mission particulière. On lui confie un passeport canadien, ce qui fait aussi sens pour moi, mais pour d'autres raisons. Et l'identité qui est sur ce passeport canadien, c'est celle de Jeremy Bentham, alors que le personnage s'appelle John Locke. On verra quels sont les motifs philosophiques sous-jacents qui conduisent à rapprocher Bentham de Locke dans la suite de cette conférence. Mais c'est cet auteur que j'ai envie de vous présenter à travers notamment la guerre des mots. Benoît m'invite à éclaircir pour vous le sens de cette expression. Pourquoi la guerre des mots? C'est une expression qu'on retrouve de manière assez répétée dans l'œuvre de Bentham, une œuvre qui couvre une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années d'écriture maniaque. Du matin au soir, Bentham écrivait. Il a publié quelques-uns de ses travaux, mais pour l'essentiel, il les a laissés à l'état de manuscrits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est toujours fascinant. Il a laissé à peu près 200 caisses de manuscrits, à peu près 75 000 feuilles, qui ne sont toujours pas épluchées, qui sont toujours à découvrir, qui sont toujours à déchiffrer, parce que son écriture n'est pas simple à lire, et qui sont toujours des trésors de réflexion philosophique, économique, linguistique, sur le management, sur l'éducation, sur la politique pénale, sur la politique civile, sur le droit civil, sur le droit constitutionnel, sur la philosophie du droit en général. Bref, une mine inépuisable de réflexion pour celui que l'on doit regarder comme le fondateur de la théorie juridique de tendance analytique. Et ce Bentham, qui a vécu de 1748 à 1832, toute sa vie a écrit, toute sa vie a réfléchi. Et donc, de cette manière, on peut suggérer que sa vie même si ce n'est pas que cela, c'est une vie dans l'écriture, c'est une vie dans les mots. Et ce que je voudrais examiner avec vous, c'est le type de combat qui était le sien lorsqu'il ambitionnait, en écrivant, d'être le Newton du monde social. Bentham est un personnage assez excentrique, on aura l'occasion de le voir. C'est quelqu'un qui écrit des livres extrêmement très techniques, extrêmement rébarbatifs, extrêmement minutieux lorsqu'il propose une réforme politique. Bref, c'est extrêmement lassant à lire. Et en même temps, de temps en temps, il y a des fulgurances, de temps en temps, il y a des vacheries pour la classe politique de son temps, pour l'élite de son temps. Et puis, de temps en temps, il y a les espèces de confidences de Bentham vers la fin de sa vie, les confidences un petit peu excentriques, très excentriques. Voici l'une d'elles, dans ses mémoires. Dans ses mémoires, il dit que lorsqu'il était petit, et encore à l'heure actuelle, donc à 80 et quelques années, les fantômes lui font peur. Et qu'il ne peut pas s'endormir sans rêver que des fantômes, des bêtes, des spectres l'assaillent. Et il dit la chose suivante. Ce sujet des fantômes, donc il écrit ça alors qu'il a 80 ans passés, ce sujet des fantômes fait partie des tourments de ma vie. Même maintenant, alors que 60 ou 70 ans ont passé depuis mon enfance, bien que mon jugement soit totalement libéré, mon imagination ne l'est pas. Mon infirmité n'était pas inconnue des domestiques. C'était une source permanente d'amusement que de se jouer de moi avec d'horribles fantômes de toutes sortes. À Barking, l'une des maisons familiales, dans la quasi-solitude où j'ai passé une si large partie de ma vie, tout recoin qui s'y prêtait abritait quelques spectres. Le bâtiment comprenait 2 cabinets d'aisance, l'un à près de 10 yards de la cuisine, à l'usage des ordres inférieurs, l'autre à l'extrémité du jardin, à l'usage des ordres supérieurs, qui avaient ainsi, dans ces occasions indispensables, une distance 3 ou 4 fois plus importante à parcourir. Et voilà ce que Bentham dit. Mais ces lieux de pèlerinage nécessaires étaient, par le génie cruel de ceux qui me tourmentaient, donc par les serviteurs de sa maison, richement peuplés d'illusions. L'un
avait pour autocrate l'ogre, l'autre était la résidence d'épouvantail et de loup-garou. J'ai tellement souffert des conséquences de mes peurs, je me tenais éloigné pendant des semaines des endroits que j'ai mentionnés, et lorsque la douleur devenait intolérable, je m'enfuyais à travers champs. Un peu curieux de lire ça sous la plume de l'un des plus grands philosophes anglais et de la Terre de tous les temps. Devrais-je présenter mes excuses, s'interroge Bentham, pour ces quelques éléments autobiographiques? Je ne le crois pas, ils constituent une peinture fidèle et sont intéressants à titre d'étude philosophique. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan philosophique de l'idée que Bentham avait peur d'aller aux toilettes parce qu'il croyait qu'il y avait un monstre dedans? Eh bien, on peut dire que par cette confession un peu farfelue, Bentham essaye d'expliquer pourquoi, dans sa philosophie, la peur des fantômes, la peur des illusions, la peur des fictions, et c'est le terme clé qu'il faut retenir, la peur des fictions est aussi cruciale. Pourquoi le tourment de sa vie, non pas seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de toute la politique juridique qu'il a déployée, de toutes les propositions de réforme qu'il a faites du droit anglais de son temps, toutes ces critiques qu'il a adressées à la doctrine juridique de son époque, sont motivées par cette peur très intime des fictions, cette peur des illusions, cette peur des fantômes. Bentham, pourtant, est un enfant d'une intelligence précoce. À 3-4 ans, il parle anglais, naturellement, français, grec, latin. Il les lit. Son père veut en faire un futur lord chancelier d'Angleterre. Et il est envoyé à 12 ans à Oxford, donc à un âge extrêmement précoce. Et en même temps qu'il étudie le droit, il étudie aussi d'autres choses, selon l'enseignement ou la formation tout encyclopédique qui est celle d'un gentilhomme de la fin du XVIIIe siècle. Et Bentham, en lisant Helvétius, donc en lisant un français dans le texte, finit par s'interroger sur ce qu'il va pouvoir faire de sa vie. Il n'est pas très satisfait, j'y reviendrai, des enseignements qu'il reçoit à Oxford, notamment de ceux de Blackstone. Mais le petit Bentham, dont voici un premier portrait, qui grandira pour revêtir cet aspect, et puis ensuite, une fois plus vieux, aura cette apparence-là. Et enfin, l'un des portraits qui trône dans mon bureau, celui-ci. Le petit Bentham s'interroge de la manière suivante. Ai-je un génie pour quelque chose? Et il raconte ça dans ses mémoires. Que puis-je produire? Quelle est, de toutes les activités terrestres, la plus importante? La législation, le droit, était la réponse qu'avait donnée Helvétius. Et Bentham, influencé par cette pensée d'Helvétius, dit « Ai-je un génie pour la législation ?» Encore et encore, je me posais la question, j'y réfléchis intensément. Ai-je en effet un génie pour la législation? Je me suis donné la réponse à moi-même, effrayé et tremblant. Oui. Et c'est ce génie de la législation, ce génie du droit que Bentham estime avoir, qui va faire de lui le réformateur universel du droit, pas seulement en Angleterre, mais dans le monde entier, qui vont motiver toute sa trajectoire. Bentham, toute sa vie, a écrit des réformes de tout et n'importe quoi, du droit civil, du droit pénal, du droit constitutionnel, de la procédure. Il a écrit des choses extrêmement compliquées, mais extrêmement innovantes, et il les a proposées à peu près tous les souverains de son temps. En Angleterre, ça n'a pas marché. En France, pendant la Révolution française, ça n'a pas marché. À James Madison, une fois devenu président des États-Unis, à Catherine II de Russie, à qui il va directement rendre visite, au Portugal, pour qui il écrit le Code constitutionnel, à l'Espagne, à Tripoli, à la Grèce. Il a également envisagé d'émigrer au Venezuela, alors qu'il avait des contacts en Argentine, des contacts en Bolivie, notamment avec Bolivar, qui sont mal passés, mais bon, il avait des contacts. Il a même pensé émigrer au Venezuela pour aller écrire le Code du Venezuela. Et globalement, cette espèce d'activisme ou de frénésie qui passe par les mots, qui passe par l'écriture, se fonde sur une anthropologie, sur l'idée que l'homme est fait de telle et telle manière et que donc, si on veut orienter l'homme dans sa conduite, il faut prendre en compte cette anthropologie. Donc c'est un juriste, mais c'est un juriste qui écrit aussi sur tout un tas d'autres objets et qui prend en compte, selon l'esprit encyclopédiste, tout un tas d'autres considérations. Et Bentham fonde l'utilitarisme, cette doctrine morale, éthique, qui a son prolongement juridique, notamment chez lui, sur l'idée que l'homme
est gouverné par deux choses, la recherche du plaisir, la fuite de la peine. C'est à eux seuls, la douleur et le plaisir, d'indiquer ce que nous devons faire aussi bien que de déterminer ce que nous ferons. À leur trône sont fixées d'une part la norme du bien et du mal, de l'autre l'enchaînement des causes et des effets. La recherche du plaisir, la fuite de la peine, nous gouverne dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez évalué la peine que vous aurez à être ici. Ça va consommer 2 heures de votre existence, alors vous auriez peut-être mieux à faire. Et en même temps, je suis heureux de constater que vous avez estimé que le plaisir d'être ici était supérieur à la peine que cela vous causait, puisque vous êtes nécessairement guidé dans tout ce que vous faites, dites, pensez, par la peine et le plaisir. Et Bentham part de cette prémisse anthropologique. Les hommes fonctionnent de cette manière. Et le but d'un gouvernement, c'est ce qu'il pose, ça va être d'atteindre le plus grand bonheur du plus grand nombre. C'est sa formule canonique, qu'il emprunte d'un autre auteur et il l'admet parfaitement. Rechercher le plus grand bonheur du plus grand nombre, ça veut dire que le législateur va tenter d'influer sur la conduite des uns et des autres pour aboutir à une combinatoire de comportements, le vôtre, le mien, celui de chacun d'entre nous, qui globalement aboutit à une félicité maximale, qui globalement aboutit au fait qu'on est plus heureux une fois que notre conduite a été motivée de cette manière par le législateur. Et jusqu'à sa mort, c'est ce principe, réaliser le plus grand bonheur du plus grand nombre, que Bentham a essayé de réaliser dans toutes ses propositions de réforme les plus farfelues, les plus techniques, les plus variées, les plus folles sur l'ensemble de la planète. De son temps, son échec est total. Aucune des réformes que Bentham a proposées n'a jamais été mise en œuvre nulle part. Une fois qu'il a été mort, son succès a été assez remarquable. Et ce que note Henry Sumner Maine, l'un des plus grands historiens du droit anglais, c'est la chose suivante. Il avoue ne pas connaître une seule réforme juridique effectuée depuis l'époque de Bentham qui ne puisse trouver sa source dans son influence. Bentham a proposé de créer des ministères thématiques au niveau de l'État. Ça n'existait pas en Angleterre lorsqu'il écrivait. 100 ans après, ça existe. Bentham a proposé une réforme de la procédure pénale, dont on va voir à quel point elle était problématique en Angleterre. Ça a été réalisé une fois qu'il a été mort. Il a proposé l'extension du droit de vote. Il est mort en 1832, en juin. Dans les semaines qui ont suivi, une extension du droit de vote a été votée. Bentham a proposé des réformes de la loi sur l'assistance aux pauvres. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, la loi sur l'assistance aux pauvres a été modifiée. Bref, l'influence indirecte, l'influence éloignée de Bentham est absolument saisissante. Et Bentham a tenté de réaliser tout ça à travers des mots, malgré sa peur des fictions, à travers les mots du droit. En tant que juriste, on sait à peu près tous ce que c'est qu'une fiction. C'est une forme de fausseté dont on sait très bien qu'elle est fausse, mais qu'on admet comme vraie tout simplement parce qu'elle nous est utile pour atteindre un but, une conclusion, un raisonnement, une norme juridique souhaitable. Par exemple, à travers une fiction, on peut étendre le champ d'application d'une norme, en considérant de manière fictionnelle que tel type de considération est la même chose que tel autre, régi par une norme, eh bien on peut classer, inclure sous le champ d'application de cette norme les premiers objets. Par exemple, en France, on a l'idée des clauses réputées non écrites dans les contrats. Ce sont des clauses qui sont nulles et de nul effet. On répute ces clauses non écrites, mais évidemment, par hypothèse, elles ont été écrites, sinon ce ne seraient pas des clauses. Donc par fiction, pour faire produire un effet juridique d'annulation à ces stipulations contractuelles, on va les dire non écrites. Leur illégalité est tellement énorme qu'on va les dire non écrites. Même chose, article 524 du Code civil français, je ne sais pas s'il existe dans le Code civil belge, les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Évidemment, les animaux, ça bouge. Les animaux, c'est des meubles, à proprement parler. Sauf que
pour atteindre un objectif précis, le législateur a décidé que par fiction, on allait considérer ces meubles comme des meubles. Et chez Bentham, on a bien cet aspect de la fiction juridique, technique, neutre. Mais ce qu'on a surtout chez Bentham, c'est une définition assez classique, mais aussi une dénonciation outrancière d'une violence inimaginable de la fiction. Et on va voir pour quelles raisons. Bentham est extrêmement brutal contre les fictions et surtout contre ceux qui les utilisent. Et c'est là l'un des aspects de sa guerre des mots. Mais en même temps, d'un autre côté, et c'est là que gît l'ambiguïté que je voudrais discuter avec vous, Bentham va proposer de réformer la société à travers des fictions, ses écrits, ses réformes, le droit. Et il va proposer un système de démocratie qui va reposer sur une fiction qu'il va appeler le tribunal de l'opinion publique. Et le tribunal de l'opinion publique n'est évidemment pas un vrai tribunal. L'opinion publique, ça n'existe pas vraiment. L'opinion publique, ce n'est que composé des opinions des uns et des autres, de sorte qu'en fait, imaginer une opinion globale faite des opinions des uns et des autres, c'est une forme de fiction. Et pourtant, Bentham, dans ses écrits constitutionnels, va fonder tous ses espoirs sur la réforme, sur l'amélioration morale de ses concitoyens et des gouvernants, sur le pouvoir démesuré de cette fiction qu'est le tribunal de l'opinion publique. Et alors, on peut se demander pourquoi est-ce que d'un côté, il dénonce la fiction dans des termes extrêmement brutaux, est-ce que de l'autre, il fait reposer le succès de sa réforme morale sur la fiction? Est-ce qu'il y a une incohérence? On verra qu'il y a un problème. Est-ce qu'on pourrait l'expliquer en disant que dans la première partie de sa vie, Bentham n'aimait pas les fictions et puis qu'en fait, il s'est dit, finalement, c'est assez commode, c'est pratique, il en faut. Non, on ne peut pas. Les écrits qui dénoncent les fictions existent des premiers temps où Bentham noircit des pages jusqu'à sa mort. Les écrits où Bentham dit « il faut utiliser la fiction pour réformer le gouvernement » sont coexistants avec les premiers. Donc l'hypothèse d'une évolution chronologique ne résiste pas à l'analyse. Donc ce que je voudrais éclairer avec vous, c'est le balancement de Bentham, c'est l'hésitation. Et à vrai dire, c'est plutôt le fait qu'il n'hésite pas. C'est la problématique de voir comment Bentham articule ces deux exigences. Dénoncer la fiction, ou certaines fictions, et en même temps utiliser la fiction et le mécanisme fictionnel, son impact sur les individus, pour assurer la réforme politique. En fait, Bentham s'est aperçu que tout ce qu'il dénonçait comme étant des fictions, comme étant des dispositifs fictionnels qui abusaient l'intelligence de ses concitoyens et utilisaient au profit de la minorité dirigeante, eh bien la seule manière de lutter contre ces fictions, c'était de recourir au langage lui-même. En fait, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de point d'extériorité par rapport au langage. Vous ne pouvez lutter contre des mots, vous ne pouvez engager une guerre contre des mots qu'au moyen d'autres mots. Et donc la guerre des mots, c'est non seulement la guerre des mots entre eux, mais aussi la guerre des mots par les mots. Et on va commencer par voir les parties de son œuvre où Bentham détruit, où Bentham conteste, où Bentham ruine de la manière la plus systématique et la plus brutale qui soit tout l'univers juridique de son époque. D'abord l'univers doctrinal, ce sera la lutte contre les fictions du justnaturalisme, qui sont un obstacle selon lui à la délibération politique, et puis on verra ensuite quelques exemples techniques où Bentham dénonce avec assez de facilité, il faut bien le dire, les fictions employées par les juristes, mais surtout met en lumière de manière extrêmement fine, d'une manière qui est très proche de la critique marxiste de l'idéologie, les intérêts auxquels ces fictions servent. De manière générale, on dit que Bentham est un positiviste. Et l'idée que c'est un positiviste trouve sa source dans le fait qu'il ne tarit pas de critiques et de menaces et d'imprécations contre le justnaturalisme. Et notamment contre le justnaturalisme de son maître. Je souhaite à peu de professeurs d'avoir un élève aussi peu respectueux que Bentham. William Blackstone, qui était l'un de ses professeurs à Oxford, dont les Commentaries on the Laws of England sont une référence canonique dans le monde de la common law, sont très influents aux États-Unis, n'a pas plu à l'élève Bentham.
Et très tôt, Bentham a dénoncé le n'importe quoi, le fatras de la pensée de son maître. Parce que c'était du juste naturalisme. Parce que pour Blackstone, il y avait le droit positif, certes, et puis un droit naturel auquel ce droit positif devait se conformer pour être légitime. Et pour Bentham, ça n'a aucun sens. La loi de nature, ça n'existe pas, les droits naturels, ça n'existe pas. Prétendre le contraire revient à mal raisonner et à tenter de tromper. Pour Bentham, il n'y a que le droit positif qui existe. Pour Blackstone, un droit positif qui serait contraire à la loi de nature ne doit pas être considéré comme valide, et il faut donc lui désobéir. C'est le juste naturalisme le plus cru. Cette loi de nature, écrit Blackstone, aussi vieille que l'humanité et dictée par Dieu lui-même, revêt bien sûr un caractère obligatoire supérieur à tout autre. Elle s'impose sur toute la surface du globe, dans tous les pays, à toutes les époques. Aucune des lois humaines ne présente la moindre validité si elle lui est contraire, et toutes celles qui sont valides tirent toute leur autorité, médiatement ou immédiatement, de cette loi originelle. Pour Bentham, ce n'est pas sérieux. Tout simplement parce que la loi de nature, vous ne pouvez pas la montrer. Vous ne pouvez pas être certain de son contenu. De sorte que dire que telle loi est contraire à la loi de nature, et donc doit être désobéie, doit être violée, parce qu'elle n'existe pas, ou bien au contraire dire que telle loi est conforme à la loi de nature et donc doit être suivie, c'est simplement un caprice. Vous n'avez aucun fondement rationnel, matériel, dans le cadre d'une délibération intersubjective où vous pourriez échanger des arguments convaincants et véritablement discuter avec quelqu'un d'autre pour justifier que vous aimez bien, donc vous obéissez, ou alors vous n'aimez pas, et puis en fait c'est contraire au droit naturel, donc ça n'existe pas, vous désobéissez. Pour Bentham, ce n'est pas sérieux sur le plan de la délibération politique. Et pour lui, à rebours de cette manière capricieuse d'appréhender la contestation et la discussion politique, il y a l'utilitarisme. Il y a les peines et les plaisirs. Il y a une argumentation qui est, selon lui, scientifique, selon laquelle, si une loi est nuisible, si une loi produit plus de peine que de plaisir, alors elle doit être abolie. Bentham ne va pas dire « elle n'existe pas, elle est contraire à la loi de nature du principe d'utilité ». Il dit « voici une argumentation rationnelle. On peut faire un calcul ». Et Bentham détaille de manière mathématique, extrêmement précise, un calcul, sa méthode se veut scientifique, par laquelle on peut mesurer l'utilité ou la désutilité d'une loi. Et à partir de ces preuves qui sont des preuves empiriques, des calculs de probabilité, des faits, eh bien on peut très bien dire que cette loi est nuisible, il faudrait la réformer. Au contraire, cette loi, elle, n'est pas nuisible, produit plus de plaisir qu'elle n'engendre de peine, donc il faut la conserver. Et Bentham est très insistant sur la scientificité de sa méthode. Plutôt que le caprice de Blackstone, la question concernant l'utilité d'une mesure de gouvernement est pour lui une question de fait. Une question concernant un problème factuel dépend de l'expérience et doit être recueillie par l'observation. Donc pour lui, il y a une méthode objective pour calculer l'utilité ou la désutilité d'une mesure de gouvernement, d'une loi quelconque. Je vous passe le détail, mais c'est extrêmement précis, c'est extrêmement minutieux. Bentham identifie 14 formes de plaisir, 12 formes de peine, et il invente une méthode mathématique pour mesurer, selon tout un tas de considérations, l'intensité, la durée, le caractère certain ou incertain, la proximité, etc. Tout un tas de facteurs que l'on prend en compte dans un calcul d'utilité, le Felicific Calculus, qui donne aujourd'hui la base de toute la microéconomie moderne. Et avec ce calcul d'utilité, pour Bentham, vous êtes en mesure d'aboutir à des indices extrêmement clairs sur le plaisir ou la douleur qu'implique telle ou telle mesure de gouvernement. Alors l'une des objections qu'on adresse à Bentham, c'est que ce n'est pas très crédible comme méthode. Jamais personne ne pourra dire que telle mesure politique produit, je ne sais pas moi, 2 grammes de plaisir, alors que telle autre va produire 8 grammes de douleur. Et donc, il faut préférer la première plutôt que la seconde.
La critique est très virulente contre Bentham et elle est très fréquemment présentée comme une réfutation absolument imparable à ce que raconte Bentham et à sa prétention à la scientificité. Au bout du compte, Bentham, ce serait aussi un capricieux, comme Blackstone. Et son utilité, personne ne pourrait vraiment la mesurer. Eh bien, ce qu'on voit dans les travaux récents qui ont été exhumés de Bentham, dans des manuscrits qui n'étaient pas publiés jusqu'alors, c'est que lui-même est parfaitement conscient des limites de sa propre méthode. Et il dit la chose suivante. Évidemment, le bonheur d'un individu n'est pas exactement le même qu'un autre, que celui d'un autre. Face à, je ne sais pas moi, un même gâteau, une même pâtisserie, chacun d'entre nous aura une utilité, un plaisir ou une douleur un peu différente. Et puis, mon plaisir d'aujourd'hui n'est peut-être pas mon plaisir de demain. Le plaisir que j'ai à manger ce gâteau lorsque c'est le premier que je mange, et le plaisir que j'ai à manger le même gâteau lorsque ça fait déjà 15 que je mange, n'est évidemment pas le même. Je me rapproche de la crise de foi et donc d'une désutilité, d'une peine extrêmement importante. Et Bentham dit que sa méthode est simplement une méthode approximative. Mais qu'en toute hypothèse, sur le plan de la délibération politique, elle se fonde sur quelque chose qui agrippe davantage de la réalité, qui est plus scientifique, qui est plus communicable intersubjectivement que l'invocation de la loi de nature. Si je vous dis telle loi provoque de la douleur parce que, je ne sais pas moi, elle heurte les familles, elle heurte des convictions morales, elle conduit à ce que des gens sont enfermés en prison et ça leur cause évidemment du déplaisir, elle cause une forme d'insécurité pour l'ensemble de la population par son imprécision, etc. J'ai des critères que vous pouvez comprendre, que nous pouvons discuter. Vous pouvez dire non, en fait, il n'y a pas autant d'insécurité que ça qui est généré parce que tel dispositif est prévu en contrepoint. Si au contraire, je vous dis ça viole la loi de nature, il faut s'en débarrasser. Là, il n'y a absolument aucun argument, il n'y a absolument aucune délibération politique possible entre nous. Je vais vous dire ça viole la loi de nature, on s'en débarrasse, vous allez me dire non, ça ne viole pas la loi de nature. Ok, voilà. La délibération politique s'arrête ici. Et pour Bentham, ça ne suffit pas. Lorsqu'est en cause le point de savoir si on obéit au gouvernement ou le point de savoir si on désobéit, si on est un conservateur ou si on est un anarchiste, il faut quand même une argumentation un peu plus substantielle. Et pour Bentham, sa méthode est de nature à tempérer le débat, parce qu'on va recourir à un critère partagé, à un critère sur lequel on peut s'entendre, à un critère sur lequel on peut certes diverger, mais au moins on a un socle partagé pour délibérer. Donc Bentham critique la loi de nature et l'invocation qu'en fait Blackstone, et il critique aussi les droits naturels, et notamment les droits de l'homme, tels qu'ils ont été présentés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bentham écrit dans les mois qui suivent l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, une satire extrêmement virulente de toutes les déclarations de droits de tous les temps. Et il ne la publie pas. Elle ne sera exhumée que, en gros, une vingtaine d'années plus tard. Et Bentham, qui est très sensible à la cause des droits de l'homme, qui est pour la démocratie, qui est pour le libéralisme, Bentham conteste de la manière la plus brutale la rhétorique, les mots qui sont employés dans ces proclamations justnaturalistes. Et il a beau jeu de dénoncer l'incohérence des constituants français. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme énonce que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et Bentham relève immédiatement l'incompatibilité entre l'égalité et la distinction sociale. Si on est égal, c'est qu'on n'est pas distinct socialement. Si on est dans une situation d'égalité, alors il n'y a pas de distinction sociale légitime. On affirme ensuite des droits inaliénables et sacrés, inviolables, imprescriptibles, bref, auxquels on ne peut pas toucher. Et en même temps, on admet que la loi peut faire des choses. Or, chaque loi va nécessairement porter atteinte à ces droits, à ces libertés naturelles. Donc, au bout du compte, soit la déclaration n'a aucune utilité, ne veut rien dire, soit on la prend au sérieux, mais alors on est dans l'impossibilité radicale de produire du droit, de légiférer. Et Bentham conteste avec ses droits fondamentaux, ses droits de l'homme, ce qu'il appelle les sophismes anarchiques. Ce sont des sophismes parce que ce sont des mauvais raisonnements, parce qu'ils se fondent sur l'appel aux passions, parce qu'ils fondent, selon votre caprice à nouveau, aussi bien l'anarchie, si vous trouvez qu'une loi viole vos droits de l'homme, que le conservatisme, si vous trouvez qu'une loi respecte les droits de l'homme. Mais il n'y a aucun argument. On ne peut pas montrer les droits de l'homme comme on ne peut pas montrer la loi de nature.
Et ce sont des sophismes anarchiques parce que leur portée n'est pas seulement de nuire à un bon raisonnement, mais leur portée est de justifier la mise à bas de tout le système de gouvernement. Et pour Bentham, des conséquences aussi radicales ne peuvent pas être tirées de raisonnements aussi vaporeux. Il n'existe rien de tel que ces droits naturels. C'est ce que dit Bentham. Et pour Bentham, plutôt que de dire que telle loi viole les droits naturels, à nouveau, il faut recourir à l'éthique de la discussion utilitariste, il faut recourir à une discussion en termes d'utilité et de désutilité respective de la mesure. Et avec ce langage d'utilité, Bentham a une manière de trouver à nouveau un socle de discussion commun qui permet d'exprimer le conflit des valeurs. Bentham n'essaye pas du tout de réduire le conflit des valeurs. Mais plutôt que de dire ça me plaît pas, et on est obligé de s'arrêter là, Bentham dit il faut des arguments en termes utilitaristes communs. Chacun éprouve du plaisir, chacun éprouve de la douleur. Tout le monde sait ce que c'est le plaisir, tout le monde sait ce que c'est la douleur. C'est son postulat. Donc on a là, empiriquement, nécessairement, un critère partagé pour discuter avec le législateur, entre nous citoyens, de l'utilité de conserver une certaine mesure politique. Donc Bentham critique de manière extrêmement brutale, je vous passe un certain nombre de ces expressions, je vous en dirai tout à l'heure quelques-unes extrêmement cinglantes. On pourrait croire lire un hebdomadaire satirique quand on lit certaines des saillies de Bentham contre la classe politique de son temps. Et l'une des autres grandes fictions du justnaturalisme de son époque, c'est la fiction du contrat social. Et Bentham, à nouveau, la critique de manière extrêmement brutale et sans la moindre mesure. Donc Bentham repousse l'idée d'une nature quelconque qui viendrait brider son réformisme politique. Et une fois qu'il a balayé l'ensemble de l'héritage de la pensée justnaturaliste de son époque, notamment incarnée par Blackstone, eh bien Bentham en passe à un second niveau de dénonciation de la fiction qui va être non pas de dénoncer les fictions doctrinales, les fictions intellectuelles, tout ce qui justifie le gouvernement, mais de dénoncer de manière beaucoup plus technique les fictions qui sont présentes dans la pratique juridique. Et pour lui, les fictions du common lawyer sont les instruments d'un système organisé de tromperie, d'un système organisé d'usurpation du pouvoir, d'un système organisé d'asservissement des citoyens ordinaires. Bentham, quand on lit l'ensemble des passages sur lesquels je m'appuie pour cette partie de l'exposé, a quand même de sacrés beaux restes de sa formation de juriste. Son père voulait en faire un lord chancelier, donc à l'époque un ministre de la justice. Bentham il a étudié le droit, il est devenu avocat et il a exercé pendant 2 ans. Il a vu à quel point la pratique des avocats de son époque était répugnante à ses yeux, on va voir pourquoi. Et à chaque fois qu'il a eu une affaire entre les mains, Bentham a conseillé à ses clients de transiger et de surtout pas aller devant un juge. Et au bout de quelques affaires, il s'est dit « Allez, j'abandonne. J'ai un génie pour la législation, je laisse tomber la pratique d'avocat. » Alors pourquoi? Quels sont les motifs à nouveau liés à la guerre des mots, à nouveau liés à la guerre contre les fictions qu'invoque Bentham et qui conduisent à ce qu'il repousse cette pratique pourtant très lucrative et que son intelligence lui aurait fait exercer avec le brio qu'on peut supposer. D'abord, Bentham donne une définition très traditionnelle de la fiction. C'est la même que l'on trouve dans le vocabulaire Henri Capitant, par exemple, qui est un instrument de base des juristes. Par fiction, au sens où ce terme est employé par les juristes, entendez une assertion fausse qui, quoique reconnue comme étant fausse, suscite en même temps des raisonnements et des actions comme si elle était vraie. Dans le vocabulaire Capitant, on lit la chose suivante: la fiction est un artifice de technique juridique consistant à faire comme si, à supposer un fait contraire à la réalité en vue de produire un effet de droit. Bon. Tout le monde est d'accord, Bentham et le vocabulaire Capitant, donc la base du lexique juridique actuel, pour définir la fiction. Et pourtant, Bentham remarque la chose suivante. Il dit que l'appellation même de fiction est en elle-même trompeuse.
Parce que la fiction, a priori, c'est plutôt agréable. La fiction, c'est les romans, la fiction, c'est la poésie. Le simple fait d'appeler cet artifice juridique employé tel qu'il l'est, on va le voir, par les juristes, fiction, c'est déjà lui donner trop de lustre. C'est déjà trop suggérer que c'est agréable, que c'est bien. Et Bentham est très sévère. Il en résulte qu'énoncée par les hommes en général, une fausseté volontaire est appelée une fausseté volontaire, mais qu'énoncée par un juge, elle est appelée une fiction. Et Bentham raille dans de très nombreux de ses écrits tout un tas de fictions. Certains sont assez faciles à comprendre, d'autres sont extrêmement techniques. Et moi-même, j'ai dû me documenter sur le droit de la common law de son époque pour comprendre certains de ces exemples. Et une fois que je les avais compris, quand j'ai repris mon manuscrit, quand je suis revenu à ces exemples, à nouveau, je ne les comprenais plus, tellement c'est compliqué. Mais cette complication donne aussi raison à Bentham lorsqu'il va dénoncer le droit anglais, son caractère complexe, son caractère complètement illisible pour le commun des mortels. Premier exemple de fiction assez connu, utilisé notamment dans la logique juridique de Perelman, le crime de grand larceny. Ce crime de grand larceny était puni de la peine de mort, ce qui est quand même pas rien. À l'époque de Bentham, il y avait à peu près 200 infractions qui étaient punies de la peine de mort. Bentham, pour sa part, réclamait l'abolition de la peine de mort. Donc il est aussi en avance de son temps de ce point de vue. Et l'un des crimes qui répondait à la qualification de grand larceny, puni de la peine de mort, c'était le vol de 40 shillings. Or, ce qu'on observait, c'est que les juges, qui n'étaient quand même pas des barbares, n'avaient pas envie de condamner toute personne qui avait volé 40 shillings à mort. Et donc les juges évaluaient le montant de tout un tas de litiges à 39 shillings. Jusque-là, ça va, sauf au jour où le vol de 42 shillings a été interprété par les juges comme étant un vol de 39 shillings, tout simplement pour ne pas envoyer la personne à la mort. Et Bentham note: prenez 2 pièces d'or, 2 guinées, chacune du poids exact, et sous les yeux approbateurs du juge, faites passer la sentence du prisonnier de la peine de mort à la déportation, les 42 shillings que valent ces pièces étant estimés par 12 jurés parlant sous serment à 39 shillings et pas plus. Comment ne pas rire, comment ne pas se gausser de cette pratique? Sur le fond, Bentham est évidemment pour la solution. Il est évidemment contre cette loi abusivement sévère. Mais pour lui, en l'occurrence, les juges usurpent le pouvoir du législateur. Ce n'est pas à eux de prendre ces décisions. Et surtout, ils ne doivent pas le faire en ayant recours à une fiction qui est dépourvue de la moindre vraisemblance. Et Bentham est surtout plus violent encore et plus fin dans sa dénonciation des techniques de fiction procédurale. Ici, c'était des fictions plutôt substantielles sur le fond du droit. Bentham voit aussi que toute la procédure juridique et juridictionnelle anglaise de son époque est extrêmement compliquée et conduit à des fictions. C'est compliqué parce que l'histoire du droit anglais fait qu'on a une sédimentation de droit royal, de droit judiciaire de common law, avec différentes cours. Ces différentes cours ont chacune des petites compétences techniques assez sectorielles. Pour les saisir, il faut recourir à différentes procédures. Vous avez aussi du droit normand qui s'applique. Bref, c'est extrêmement compliqué. Et voilà comment la fiction s'insinue là-dedans. À coup de fiction, les différentes cours, dont la rémunération n'est pas assurée par un salaire, comme les juges aujourd'hui, mais dont la rémunération des juges est assurée par des honoraires, c'est-à-dire par le montant des affaires que vous traitez, ces différentes cours ont évidemment une incitation à attraire à elles le maximum de contentieux. Et comme elles ont toutes des petites compétences techniques, sectorielles, définies au cas par cas, eh bien elles essayent d'agripper la compétence des autres. Et Bentham parle de vol de compétences. Et la lutte entre les différentes cours était en effet assez brutale. À l'origine, par exemple, la cour du banc du roi n'avait de compétences que vis-à-vis des individus qui avaient été placés en détention. Toutes les personnes qui n'avaient pas été placées en détention par un shérif particulier ne relevaient pas de sa compétence. Qu'ont fait les juges de cette cour du banc du roi pour gagner en compétences, pour accroître leur pouvoir et accroître leurs honoraires? Eh bien, ils ont raconté que
les personnes qu'on amenait devant elle avaient été placées en prison, même si ce n'était pas vrai. Et c'est ça le vol de compétences. On raconte n'importe quoi tout simplement parce que, selon la procédure capricieuse qui a été mise en place, eh bien, il faut respecter ces procédures farfelues pour attraire des contentieux. Et Bentham note la chose suivante. Parfois, on dit au justiciable qu'il a été en prison. Et puis c'est tout simplement pour qu'une cour soit compétente. Dans une autre affaire qui est mentionnée par Sir Edward Coke, donc l'une des plus grandes autorités, il y a quelques très grands noms dans la common law anglaise, il y a Blackstone, mais auparavant il y avait Coke. Coke dit la chose suivante. Une obligation née au-delà des mers peut donner lieu à un procès ici en Angleterre, au lieu où le souhaite le plaignant. Qu'adviendrait-il par exemple si l'obligation avait été contractée à Bordeaux, en France? Où devrait avoir lieu le procès? Évidemment, si le procès a lieu à Bordeaux, en France, les juges anglais ne peuvent pas connaître de l'affaire, ne peuvent pas percevoir les honoraires correspondants. Alors la réponse est la suivante, dit Coke. Cette obligation serait dite avoir été contractée dans ce lieu, dénommé Bordeaux en France, à Islington, dans le Middlesex. Et c'est là que devrait avoir lieu le procès pour que les juges du coin puissent connaître de l'affaire. Donc, de la part des juges, le mécanisme est assez simple. Ils racontent n'importe quoi. Le souci de vraisemblance est complètement absent. Et c'est en toute liberté qu'ils peuvent attraire les compétences en disant que tel bonhomme a été mis en prison et puis que l'obligation est née n'importe où. Oui, mais c'est pas grave parce que n'importe où, c'est en fait n'importe où ici chez moi. Et Bentham ne se limite pas à dénoncer ça. Il offre une explication du mécanisme de la fiction qui est très proche, je l'ai dit, de la dénonciation marxiste de l'hégémonie, de la dénonciation de la critique marxiste de l'idéologie ou des travaux plus contemporains de Pierre Bourdieu notamment. Pour lui, ces fictions ont pour but d'abuser de la population, d'abuser de son intelligence, de tromper, notamment au profit financier de la classe des juristes. Et Bentham développe ici ce que Paul Ricoeur appelle une herméneutique du soupçon. Derrière l'apparence des fictions, derrière la pratique respectable des juristes, Bentham va chercher, avec une forme de mauvais esprit, d'herméneutique de la suspicion, à qui ça profite. Et il va démystifier les significations de ces fictions. Pour lui, si le droit anglais est compliqué, c'est pas pour rien. C'est parce que ça sert des buts extrêmement précis d'une classe très solidaire, précise. Le droit anglais, à l'époque, est rédigé en latin, en vieux français, parfois un peu en anglais. Il est émis par des cours assez disparates. Il n'y a pas de recueil officiel des décisions. Il y a quelques livres qui ne sont pas officiels, et Bentham dénonce le transfert du pouvoir législatif du législateur vers les libraires, puisqu'en fait c'est eux, en choisissant de compiler de telle et telle manière les décisions de justice, qui vont faire le droit, et qui vont conduire à ce que dans une certaine région, ce soit tel droit qui soit appliqué. Et Bentham dit, c'est déjà beaucoup, tout ce bazar dans le droit anglais. Mais ce n'était pas tout. La fiction, la tautologie, la technicité, la circularité, l'irrégularité, l'inconstance demeurent. Par-dessus tout, le souffle pestilentiel de la fiction empoisonne le sens de tout instrument qu'elle approche. Blackstone, au contraire, son maître, estime que la fiction, c'est bien, c'est l'instrument de l'équité du juge. Et il dit « In fictione iuris semper subsistit aequitas ». Dans la fiction du juge réside toujours l'équité. Et ce n'est pas un hasard s'il s'exprime en latin, parce que le latin, ça impressionne. Et Bentham dénonce aussi cette rhétorique. Le latin, ça impressionne, l'individu ordinaire ne le comprend pas. Voici les artifices de l'homme de loi, dit Bentham. Ils refusent de vous faire justice si vous n'adoptez pas leur fiction, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas avoir justice devant la cour du banc du roi si vous n'acceptez pas de raconter que vous aviez été en prison. Vous ne pourriez pas avoir votre obligation née à Bordeaux appliquée, respectée en Angleterre si vous n'acceptez pas de raconter que Bordeaux en France s'est situé à Islington dans le Middlesex.
Voici les artifices des hommes de loi, ils refusent de vous faire justice si vous n'adoptez pas leur fiction, et ensuite, ils proclament comme la fiction est nécessaire à la justice. Nécessaire, évidemment, que trop. Mais comment cela s'est-il fait? Qui en est responsable? En gros, à qui profite le crime? Aussi bien un père de famille pourrait-il se faire une règle de ne jamais laisser ses enfants prendre leur petit déjeuner avant que chacun n'ait proféré un certain nombre de mensonges, d'anathèmes et de jurons. Après quoi il s'exclamerait « Vous voyez, mes chers enfants, comme mentir, anathémiser et jurer sont nécessaires à la subsistance humaine. » Et donc on voit que le mécanisme de la fiction est particulièrement retors. Ce n'est pas seulement un artifice un peu contestable en soi, c'est quelque chose qui oblige les individus, pour obtenir justice, à se rendre complices du mécanisme d'usurpation langagière qui opère. Pour faire respecter vos droits, vous êtes obligé d'accepter de vous prêter au jeu ridicule de toutes ces fictions. Vous êtes contraint d'apporter de l'eau au moulin de l'hégémonie des juristes qui fonctionnent avec ce vocabulaire complètement détaché de la réalité, qui sert simplement à grappiller des honoraires. Plus les procédures sont tracassières pour les justiciables, plus elles sont détachées du moindre souci de servir à quoi que ce soit, plus leur fonctionnement est automatique chez les juristes, chez les juges, chez les huissiers, chez tout le magma d'agents juridiques et judiciaires qui grenouillent autour des différentes cours qui existent. Et on voit que Bentham, ici, est très soucieux de l'aspect linguistique de l'usurpation. C'est par l'usage de certains mots que vous allez contribuer vous-même au système qui se moque de vous. Et il étudie le langage et il établit une forme de dictionnaire à 3 entrées pour tous les termes. Et selon l'appellation que vous allez donner à un terme, et c'est ce qu'on voyait déjà pour le terme fiction, vous allez implicitement transmettre une idée que c'est bien, ou au contraire que c'est mal, ou alors une idée neutre. Par exemple, pour la faim, si vous dites « Monsieur Marcel a faim », bon, c'est neutre. Par contre, ou « Monsieur Marcel mange », c'est neutre. Par contre, Monsieur Marcel déguste un plat. Monsieur Marcel se délecte d'un plat. Là, vous imaginez, Monsieur Marcel, c'est quelqu'un de classe, il est bien habillé, il est dans un grand restaurant. Vous voyez la situation avec un peu plus de faveur. Par contre, quand on vous dit « Monsieur Marcel s'empiffre », vous imaginez un gros cochon avec plein de taches de sauce. Bref, ce que veut dire Bentham par ce dictionnaire à 3 entrées, c'est que selon le terme que vous employez pour parler de la même chose, le fait qu'un individu s'alimente, vous convoyez des jugements de valeur implicites. Monsieur Marcel s'empiffre, vous convoyez un jugement de valeur négatif. Monsieur Marcel se délecte de ce plat, vous convoyez un jugement de valeur positif implicite. Et pour Bentham, la mécanique des termes juridiques repose très souvent sur l'usage de ce vocabulaire laudatif, qui convoie une idée que c'est bien. Par exemple, plutôt que de parler du roi ou de la reine, qui sont des individus, vous allez parler du trône ou de la couronne. Plutôt que de parler des juges, qui sont des hommes et des femmes, tout simplement, vous allez parler de la cour. Plutôt que de parler des hommes d'église, vous allez parler de l'église avec un grand E. Et tout l'argumentaire benthamien contre la mécanique d'usurpation fictionnelle du droit est transposé à peu près mot pour mot dans sa logique par Bentham à une critique très sévère de la religion et de l'usurpation qui fonctionne à peu près de la même manière que la common law dans la mécanique religieuse. Et Bentham insiste bien sur le fait que l'emploi de ces termes n'est pas neutre et qu'il y a toujours un intérêt derrière. Et c'est là que sa rhétorique de la suspicion opère. L'intérêt dominant derrière ces fictions juridiques, c'est celui de la confrérie des juristes, j'emploie des expressions de Bentham, la tribu des juristes, la fraternité des juristes, le gang des juristes professionnels, ou Judge & Co. Judge & Co., la nouvelle mafia qui, par son langage, nous trompe. Bentham note qu'il est de l'intérêt du peuple que la lenteur, la tracasserie, le coût de la procédure soient aussi réduits que possible. C'est celui de l'avocat qu'il soit aussi considérable que possible.
Quant à l'incertitude de la loi, il est de l'intérêt du peuple que la protection de chacun contre l'injustice soit aussi complète que possible, qu'il connaisse tous ses droits, que tous les actes qui seront traités comme des infractions au cas où il s'y livrait lui soient connus par avance pour éviter tout simplement de commettre une infraction. Au contraire, il est de l'intérêt du juriste de maintenir au plus bas degré possible ce savoir que chacun doit, pour son intérêt, avoir au degré le plus haut. Et les juristes, en inventant cette langue juridique complètement absconse, faite de locutions latines, faite de termes très techniques, créent une forme de langage privé. Le langage d'une petite classe d'individus qui, dans son entre-soi, se comprend. Et il n'y a pas de limite à la création de ce langage farfelu, puisque de toute façon, il n'a aucune connexion avec la réalité. Il ne correspond à rien, il n'a besoin de correspondre à rien. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des papiers avec des gens assignés, des témoins qui n'existent même pas au besoin, des gens qui ont été en prison alors que c'est faux, etc., etc. Et donc pour les individus, il y a un obstacle à rentrer dans la connaissance de ce langage, un obstacle à savoir quels sont leurs droits, ce qu'ils peuvent faire sur le plan juridique, ce qui fait que ça nécessite de la consultation et donc des honoraires pour les juristes. Ce qui fait que si vous ne consultez pas, vous risquez de commettre une infraction sans même le savoir. Et le jour où vous commettez ces infractions, il vous faudra un avocat, il faudra recourir à tous ces gens de justice que Bentham critique. Et il faudra ensuite, évidemment, aller devant un juge qui, lui-même, devra être rémunéré. Et donc Bentham dénonce le business de la manipulation des fictions. Et il dit, voler du pouvoir, c'était voler des honoraires. Et c'est pourquoi il y a eu cette lutte à Westminster entre les différentes cours dont je vous ai parlé, le vol de compétences. Et pour Bentham, il n'y a pas que les juristes qui sont concernés. Il n'y a pas que les cours, il n'y a pas que les juges. L'ensemble de l'appareil officiel est contaminé par les fictions. Le roi, les ministres, les parlementaires, l'administration, les ecclésiastiques, toute cette clique, toute cette minorité gouvernante, comme l'appelle Bentham, vit au crochet de la population qu'elle trompe au moyen des fictions. Et Bentham écrit, vous allez voir l'image, et vous mesurez la brutalité de son propos, dans le droit anglais, la fiction est une syphilis qui coule dans chaque veine et transporte dans toutes les parties du système le principe de la corruption. Donc le jugement benthamien contre les fictions, aussi bien les fictions doctrinales que les fictions techniques, semble à peu près sans appel. La fiction, c'est le mal, c'est l'instrument de l'usurpation. Comment lutter contre elle? Et c'est là que Bentham va se rendre compte que pour lutter contre ce mauvais usage du langage, il va falloir lutter au moyen du langage lui-même. Il va falloir substituer des fictions à d'autres fictions, substituer des fictions qui conduisent à la peine, à la douleur, à la désutilité, et les remplacer par des fictions qui, elles, conduisent à la maximisation du bonheur, au plus grand bonheur du plus grand nombre. Et on aborde ici une partie de l'œuvre de Bentham qui a été assez longtemps négligée. Une partie extrêmement compliquée, extrêmement confuse sur le plan philosophique, une partie qui n'a pas encore été totalement publiée. Les manuscrits sur lesquels Bentham dans lesquels Bentham s'intéresse aux fictions au sens linguistique ne sont pas encore édités sérieusement. Certains extraits sont parus, mais édités de manière assez incohérente, et on n'a pas encore une vue complète de ce qu'il a écrit sur le sujet. Et peut-être qu'au bout du compte, on n'aura que des fragments très parcellaires. Ce que j'ai utilisé, ce sur quoi je me suis appuyé, c'est les derniers travaux en la matière, les dernières transcriptions en la matière, mais à nouveau, c'est assez parcellaire et j'en donne une présentation très simplifiée, aussi cohérente que possible, mais il n'est pas certain qu'elle puisse être totalement cohérente. Donc j'aborde ici des textes que Bentham n'a pas publiés de son vivant, qui sont tirés de ses manuscrits, et par exemple des manuscrits comme l'essai sur le langage, l'essai sur la logique, les fragments sur la grammaire universelle, etc. Pour Bentham, vous avez deux types d'entités, les entités réelles, les entités fictives. Et pour lui, le langage
est très important, et ici il anticipe sur toute la philosophie linguistique qui apparaîtra au milieu du XXe siècle, donc il anticipe sur 150 ans de pensée, de réflexion philosophique sur le langage. Pour lui, les idées qu'on a ne peuvent être présentes à notre esprit que par les mots. Pour lui, on n'a pas d'accès direct à une forme de réalité brute. La réalité à laquelle on a accès, c'est toujours une réalité qui est médiatisée par des concepts, donc par des termes. Par exemple, je vois ici une table, mais cette table n'existe pas dans la nature. Si je vois une table, c'est parce que dans mon esprit, j'ai l'idée selon laquelle 4 pieds et un plateau, c'est une table. J'ai à mon esprit le concept de table. Mais par exemple, rien dans la nature ne me permet de décider si ici il y a plutôt une table ou bien une entité qui s'appelle table de chaise. C'est simplement parce que dans mon esprit, j'aurais envie de découper d'une part la table, d'autre part les chaises, que je pourrais dire il y a une table plus 2 chaises. Donc pour Bentham, le langage, ce n'est pas seulement quelque chose au moyen de quoi on est en contact avec le monde, qui serait défini extérieurement au langage. Pour Bentham, le monde lui-même est langagier. Le monde lui-même n'est découpé qu'à travers le langage, les concepts qu'on lui applique. Et donc il y a deux types d'entités fondamentales. Les entités réelles et d'autre part les entités fictives. Et à nouveau, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Une entité réelle, pour Bentham, c'est une entité à laquelle on entend, dans un discours, réellement prêter une existence. Donc vous voyez ici que ce qui est important finalement, c'est l'intention de celui qui parle. Bentham ne va pas dire que tel truc est réel parce que c'est empirique, tel truc est réel, est une entité réelle parce que c'est factuel, parce que c'est physique. Ce n'est pas le critère. Une entité est réelle parce qu'on a réellement l'intention de lui prêter, dans le cadre de notre discours, une réalité. Au contraire, les entités fictives sont des entités dont, en toute langue, pour les besoins du discours, on doit parler comme s'ils existaient, dont on doit parler de la même façon que l'on parle des objets qui possèdent réellement l'existence et auxquels on entend sérieusement attribuer l'existence, mais sans avoir l'envie de produire la persuasion que ces entités existent pour de vrai. Le plaisir et la douleur, ce sont des entités réelles. Les entités fictives sont nécessaires au langage, sont nécessaires à notre communication. On ne peut pas s'en passer pour exprimer un certain nombre de choses. Par exemple, on ne peut pas parler des choses qui traversent notre esprit, si on n'imagine pas une entité fictive qui serait notre esprit et que les choses ou les idées viendraient traverser. Mais évidemment, personne ne veut réellement transmettre l'idée selon laquelle son esprit est un espace dans lequel les choses transitent. Et pour Bentham, et là il rejoint John Locke, le nom du personnage principal de la série Lost, les entités fictives ne peuvent être expliquées, ne peuvent être comprises que si on les met en relation avec des entités réelles. Et parmi les exemples d'entités fictives qui peuvent être expliquées en les mettant en relation avec des entités réelles, il y a naturellement les entités juridiques. Pour Bentham, l'ensemble des entités juridiques sont des fictions. Les droits subjectifs, les pouvoirs, les titres, les obligations, les services, les prestations, tout ça, ce ne sont que des fictions. Mais ce ne sont pas des mauvaises fictions. Ce ne sont pas les fictions nuisibles de la clique des juristes. Ce sont des choses, des fictions dont on a nécessairement besoin pour la régulation de la conduite humaine. On ne doit pas vouloir en parler en faisant comme si elles existaient vraiment, mais on n'a pas le choix si on veut guider la conduite des individus. Et voilà comment Bentham propose d'élucider l'entité fictive obligation. Une obligation, vous n'en aurez pas entre les mains, vous n'en verrez jamais, c'est une entité fictive.
Comment comprendre l'entité fictive obligation? La première étape, c'est ce que Bentham appelle la phraséopléros, peu importe les termes techniques qu'il invente pour parler de ses propres créations conceptuelles. C'est-à-dire que d'abord, on place l'entité fictive en position de sujet dans une phrase. Et pour élucider l'entité fictive obligation, on prend la phrase « Une obligation est imposée à Monsieur X ». Et ensuite, deuxième étape, l'archétypation. On remonte de cette phrase qui comporte une entité fictive à une phrase qui ne comporte pas d'entité fictive. Et ça peut prendre plus ou moins de temps, parce qu'il y a des arborescences extrêmement complexes d'entités fictives chez Bentham. Et pour faire simple, on remonte à un archétype matériel qui, en gros, est la source, dans une entité réelle, de l'entité fictive. Une obligation est imposée à Monsieur X. Ça nous reconduit à la phrase contenant une entité réelle. Monsieur X est lié à un arbre avec une corde, ou bien Monsieur X est oppressé par un poids. Et donc, Bentham explicite, sur le plan étymologique, il y a des liens obligarés, il y a aussi l'idée de lien. Selon Bentham, une obligation, entité fictive, peut être comprise comme, en termes d'entité réelle, comme la probabilité de souffrir d'une douleur. Vous n'avez une obligation que si, dans l'hypothèse où vous ne réalisez pas la conduite obligatoire, vous risquez de souffrir d'une peine. Une douleur, une sanction, je ne sais pas, moi, la peine de votre propre culpabilité, que sais-je. Une obligation, entité fictive, s'exprime en termes d'entité réelle, du plaisir ou de la peine. Et on retombe sur les critères utilitaristes. Et globalement, Bentham est en mesure d'élucider à partir de cette entité fondamentale en droit qui est l'obligation, l'ensemble des autres entités juridiques. Un droit, c'est simplement l'obligation d'un autre. Vous avez droit, je ne sais pas moi, à la liberté d'expression, c'est parce que les autres ont l'obligation de vous laisser vous exprimer. Vous avez un pouvoir juridique, c'est parce que les autres ont l'obligation de vous laisser exercer une conduite comme vous le souhaitez, celle qui est en votre pouvoir. C'est aussi parce que peut-être les autres ont l'obligation de vous prêter assistance. Mais ce qu'on voit, c'est que toutes les entités juridiques fictives chez Bentham vont s'expliquer par l'entité fictive obligation, qui elle-même va s'expliquer par des entités réelles, la peine et le plaisir. Et au bout du compte, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que tout ça, ça va s'exprimer dans le langage partagé de la peine et de la douleur, dans le langage partagé du calcul d'utilité, dans le langage partagé qui nous dispense de recourir au droit naturel, à la loi de nature, aux fictions des juristes. Donc la délibération politique va être possible, et surtout on va comprendre l'ensemble de nos entités juridiques de manière extrêmement claire, sans avoir besoin, et ça c'est crucial pour Bentham, de recourir à la médiation d'un juriste, sans avoir besoin de recourir à un avocat. Le droit va devenir plus clair en lui-même. Et là, on est conduit vers l'idée de Bentham de réforme juridique. Comment va-t-il réformer l'ensemble de l'ordre juridique? Ce n'est pas le tout de se débarrasser du langage mystificateur de la clique des juristes, il faut aussi proposer un droit plus juste, c'est-à-dire plus conforme au principe d'utilité. Bentham, c'est un radical sur le plan politique. Les radicaux étaient des démocrates au début du XIXe en Angleterre. Et Bentham veut tout simplement éliminer la common law. Et vous savez naturellement qu'il a échoué en Angleterre à éradiquer la common law. Son projet d'éradication de la common law, c'était de passer par la codification. Il voulait codifier tout. Et le terme codification a été inventé par Bentham. Il a inventé comme ça toute une série de termes. Certains ne sont pas restés à la postérité, heureusement. D'autres sont restés à la postérité. Déontologie, c'est Bentham qui l'a inventé. Codification, c'est Bentham. International, c'est Bentham. Maximisation, minimisation, c'est Bentham qui l'a inventé. Et Bentham propose un panomion. Pan, partout. Nomion, nomos, les normes. Un panomion, c'est un corps complet de droit qui réunit du droit civil, du droit pénal, du droit criminel, de la procédure, du droit constitutionnel, du droit de tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est que par une écriture du droit soigneuse, on va aboutir à un droit clair, communicable, compréhensible pour les individus. Par une publicité du droit,
Aujourd'hui, ça nous semble assez évident, mais à l'époque de Bentham, ce n'était pas du tout le cas. On va permettre à chaque individu de connaître quelles sont ses obligations, de savoir quand il risque une sanction, de savoir quel est l'équilibre de son propre calcul d'utilité, et donc on va lui permettre d'être autonome, parce qu'il va savoir comment mesurer l'impact des normes sur sa propre conduite, plus de peine, plus de plaisir, et on va lui permettre de se gouverner lui-même, tout seul, sans la médiation de l'avocat. Et Bentham développe une science de l'écriture des normes, qu'il appelle la nomographie. En France, on appelle plutôt ça la légistique aujourd'hui, mais en Italie, la science qui correspond à la légistique s'appelle nomographia. Ce n'est pas neutre non plus. Et Bentham, sur le plan technique, considère qu'un code, ce n'est pas seulement destiné aux citoyens qui vont pouvoir savoir quoi faire, en toute connaissance de cause, c'est aussi l'instrument d'un législateur actif. Bentham a un génie pour la législation. Selon lui, le législateur doit être actif, il doit être attentif à l'évolution du calcul d'utilité de sa population pour produire au jour le jour le plus grand bonheur du plus grand nombre. Et donc le code, par sa dissection, grâce à la science de l'écriture du droit que développe Bentham, eh bien, il va permettre au législateur de modifier de manière chirurgicale telle ou telle disposition très précise, sachant que ça va avoir tel impact sur le calcul d'utilité de telle portion de la population, parce que chez Bentham, le législateur devient quelqu'un d'actif, hyperactif même, et quelqu'un qui est en fait un savant du social. Le législateur, ce n'est pas seulement un juriste, c'est quelqu'un qui, dans l'esprit encyclopédiste de Bentham, se fonde aussi sur l'ensemble du savoir social, l'ensemble d'une sociologie, d'une psychologie sociale qui lui permet de connaître l'état de l'utilité de sa population. Et l'un des champs, je n'y insiste pas, dans lesquels Bentham propose des modifications les plus importantes, c'est le droit pénal, qu'il propose de rendre moins sévère, notamment l'abolition de la peine de mort que j'ai déjà abordée, et il propose notamment une modification extrêmement radicale de la procédure juridictionnelle. Et dans l'un de ses écrits, je cite simplement cet exemple, il place en vis-à-vis, dans deux colonnes différentes, la procédure juridictionnelle telle qu'elle existe en Angleterre, la procédure juridictionnelle telle qu'il voudrait qu'elle soit. D'un côté, il y a la procédure technique, la méchante procédure anglaise, qu'il appelle également le système de récolte d'honoraires. De l'autre côté, il y a la procédure naturelle. Naturelle au sens, pas du droit naturel évidemment, mais au sens intuitif, compréhensible pour les individus. Et Bentham propose que les juges aient un rôle actif, notamment un rôle de conciliation. Il propose que des tribunaux uniformes soient établis et pas une multitude de petites juridictions avec des petites compétences très sectorielles. Il propose qu'il y ait un degré d'appel. Il propose que les parties, écoutez bien, participent au procès. Ça nous semble absolument naturel, sauf qu'à son époque, les parties n'apparaissaient pas aux procédures. Les parties n'étaient pas présentes lors des plaidoiries. Ce qui fait que tout fonctionnait vraiment entre gens de l'art, entre juristes, entre hommes de loi. Pour Bentham, évidemment, ce n'est pas possible que ça fonctionne de cette manière-là. Donc il propose ces réformes extrêmement radicales de l'ensemble du droit anglais. Et la figure centrale de son réformisme, ça va être ce tribunal de l'opinion publique. Bentham s'intéresse aux tribunaux, à la procédure juridictionnelle, et la figure magnifique de sa réforme la plus forte, c'est le tribunal de l'opinion publique. Ce tribunal de l'opinion publique, c'est une figure qui apparaît dans plusieurs écrits de Bentham, mais qui devient vraiment centrale, surtout dans son code constitutionnel. Et ce tribunal de l'opinion publique va être composé de vous et moi, de l'ensemble des individus, hommes, femmes, et Bentham réclame le droit de vote des femmes, je le dis en passant, à une époque où évidemment il n'est envisagé par à peu près personne. Et l'ensemble de ces gens qui composent le tribunal de l'opinion publique vont pouvoir se former une opinion à propos de ce que fait le gouvernement, exprimer cette opinion, et cette expression d'opinion, notamment à travers la presse, et Bentham insiste beaucoup sur la liberté de la presse, va conduire les gouvernants à être sensibles à ce que pense la population.
Ça va d'une part transmettre de l'information sur l'utilité de la population, donc ça va servir aux législateurs savants du social pour promulguer de nouvelles lois plus utilitaires, mais en même temps, ça va exercer, selon des mécanismes que Bentham détaille à l'envi dans ses textes, ça va provoquer une pression sur les gouvernants qui savent qu'ils peuvent être renvoyés à l'envi par la population, qui savent que leur mandat est très bref et qu'à l'élection suivante, ils peuvent très bien être renvoyés par la population. Donc pour Bentham, ce contrôle du tribunal de l'opinion publique va s'exercer sur tout un tas de documents, et Bentham développe une théorie de la bureaucratie absolument saisissante qui devance d'à peu près un siècle la théorie de la bureaucratie de Max Weber, une théorie du management public qui est absolument fascinante, qui est absolument en avance de son temps de manière incroyable, dans laquelle des documents vont être établis sur les activités du gouvernement, sur les dépenses, sur l'emploi des facteurs, sur les rémunérations, sur les stocks, sur les politiques, etc. Ça va donner de l'information à la population, à la presse, et cette information va servir aussi à la législation et à la critique sociale. Et puis, plus physiquement, Bentham, qui est un obsédé des questions d'architecture, vous avez peut-être entendu parler du panoptique, sa prison circulaire, renverse le dispositif du panoptique pour les ministères. Dans le panoptique, les détenus sont dans les cellules qui sont dans le pourtour de l'édifice et un surveillant est placé au milieu. Et les détenus ne peuvent pas savoir s'il y a un surveillant. Mais ils savent que la possibilité de la présence du surveillant est constante, de sorte qu'ils se tiennent à carreau tout le temps, de peur de subir des sanctions. Bentham considère les gouvernants, et vous voyez que sa méfiance vis-à-vis des gouvernants est toujours intacte, comme des délinquants potentiels. Et surtout des délinquants potentiels à grande échelle. Donc Bentham renverse le dispositif panoptique et estime qu'un ministère doit être construit à peu près pareil, sauf qu'au centre, vous avez le bureau du fonctionnaire, et tout autour, c'est les citoyens, c'est vous et moi, qui pouvaient venir voir si le fonctionnaire, si le ministre travaille pour de vrai. Et Bentham impose tout un tas d'obligations d'assiduité, d'obligations de formation à l'ensemble de la classe politique. Donc Bentham recycle abondamment les dispositifs de surveillance qu'il invente dans un contexte pour les utiliser dans d'autres contextes, et de sorte que les gouvernants soient conduits à promouvoir le plus grand bonheur du plus grand nombre. Alors il y a quand même une objection assez fondamentale. Bentham dénonce les fictions, le tribunal de l'opinion publique est une fiction parce que ce n'est pas un vrai tribunal. D'accord, on peut dire de manière métaphorique qu'il reçoit des plaintes de la population, qu'il étudie le pour et le contre, qu'il a une forme de droit de la preuve en menant une enquête à partir des statistiques qui existent au niveau gouvernemental, et qu'au bout du compte, il rend une décision. Ok, Bentham dit qu'il y a dans les radicaux une espèce de force armée qui est capable d'appliquer la sanction populaire de manière assez virulente, et il considère par exemple que le régicide de Charles Ier, son exécution, c'est le tribunal de l'opinion publique qui a fonctionné et qui a émis une sanction contre un tyran. Mais quand même, globalement, ce tribunal de l'opinion publique, et Bentham le dit lui-même, c'est une fiction. Ce n'est pas vraiment un tribunal. L'opinion publique en elle-même, ça n'existe pas. Il y a simplement les opinions individuelles, plus de la délibération politique, favorisée par le principe d'utilité. Alors quoi ? Bentham passe sa vie à dire que les fictions, on peut les reconduire aux entités réelles, passe sa vie à les démystifier, à les démythifier aussi, et il fait reposer l'ensemble de sa politique constitutionnelle, l'ensemble de sa démocratie, qui est la plus radicale, la plus audacieuse de son époque, sur une pauvre fiction, le tribunal de l'opinion publique. On aurait quand même attendu un peu mieux. Eh bien, c'est là qu'il faut revenir au début de mon texte, au début de ma présentation. Bentham sait très bien que les fantômes n'existent pas. Il sait très bien qu'il n'y a pas de loup-garou dans les toilettes. Il sait très bien 80 ans après que lorsqu'il va s'endormir, il ne va pas y avoir un spectre qui va l'assaillir. Et pourtant, il dit, c'est pas parce que je sais que ça n'existe pas, c'est pas parce que rationnellement mon jugement est complètement détaché de cette croyance-là, que ça n'a pas un effet sur moi. Et sa politique pénale, sa politique de contrôle des gouvernants aussi, sont toutes les deux fondées sur l'idée qu'en fait, ce qui est important, c'est l'apparence. Ce qui est important, c'est la fiction. Ce qui est important, c'est l'impression qu'on fait sur les esprits au-delà de la réalité.
Par exemple, dans sa politique pénale, il dit bien, c'est pas la peine de faire souffrir les gens qu'on condamne de manière excessive. Ce qu'il suffit, pour impressionner la population, c'est-à-dire pour que la peine, qui est une douleur, qui donc diminue l'utilité globale de la population et qu'on inflige aux condamnés, serve à quelque chose, c'est qu'elle doit être éducative. En faisant souffrir un condamné, on doit éduquer la population à ne pas commettre les infractions qu'il a commises. Mais Bentham dit, il n'y a pas besoin de le souffrir pour de vrai. Si on arrive à faire jouer la comédie, si on arrive à faire semblant de le taper et il hurle, et ça suffit à détourner la population des activités nuisibles, c'est très bien. Et Bentham, dans toute sa politique pénale, développe une forme de théorie de la théâtralisation de la peine. Il dit comment il faudrait habiller les bourreaux, il dit avec quel type d'icône ou d'iconographie, avec quel type d'image vous devez appuyer l'application des peines afin de faire une très forte impression sur l'esprit des gens, mais finalement en faisant le moins possible d'impression sur les corps, en influant le moins possible sur la peine et la douleur réelles. Alors j'essaie de retrouver la formule. Prêcher aux yeux si vous voulez prêcher efficacement. Il faut fortifier l'impression des peines sur l'imagination. La sanction en elle-même est un mal, c'est une douleur, donc quelque chose qu'on doit éviter si on est utilitariste. Plus on maximise l'apparence de la sanction, l'impression que fait la sanction, et mieux c'est. Et donc en fait, plus on peut utiliser la fiction à des fins de gouvernance, de gouverne politique, mieux c'est. Parce que précisément, ça permet d'économiser de la douleur physique réelle. Et je voudrais en terminer en montrant comment chez Bentham, la fiction, le langage, les mots et la guerre qu'il faut livrer aux mots au moyen d'autres mots conduisent à ce que c'est cet univers fictionnel qui est la condition du droit. Alors pas la condition seulement au sens de présupposé, mais la condition par exemple au sens de condition humaine. C'est l'être même du droit, cette fiction. Et c'est bien parce que Bentham est avant tout un juriste, bien parce que sa pensée est avant tout un pan-légalisme, que l'on peut dire que sa guerre des mots est véritablement au cœur d'un projet juridique, au cœur d'une direction utilitariste des conduites. Et c'est par cette direction utilitariste des conduites, par cette guerre des mots, par cette manipulation des fictions, qu'on va lutter contre ce que Bentham appelle les intérêts adverses, au profit du plus grand bonheur du plus grand nombre. Et l'oscillation de Bentham entre la fiction qu'il dénonce d'un côté, les fictions qu'il promeut de l'autre, sa théorie du langage, selon laquelle on n'a pas véritablement accès à la réalité, mais on a toujours accès à une réalité médiatisée par un langage préexistant, tout ça, ça conduit à relativiser un certain nombre de binarités, de distinctions un peu trop nettes et un peu trop artificielles entre le réel et la fiction. On voit que chez Bentham, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le témoignage de cette complexité, c'est celui qu'on voit à travers l'auto-icône. L'auto-icône de Bentham. À l'époque où Bentham vieillissait, il y avait un débat dans les années 1820-1830 en Angleterre, parce que les écoles de médecine n'avaient pas assez de cadavres pour que les étudiants pratiquent la médecine. Les écoles de médecine étaient donc très souvent forcées de recourir à des malfrats qui allaient déterrer des cadavres dans les tombes ou qui, au besoin, assassinaient pour que les écoles de médecine soient alimentées en cadavres frais. Et à l'époque, on commence à s'interroger sur la possibilité pour les gens qui sont décédés de donner leur corps à la science. Quand il avait 21 ans, Bentham a rédigé son premier testament dans lequel il prévoit déjà de donner son corps à la science. Et dans le dernier état de son testament, c'est-à-dire 60 ans après, quelques jours avant sa mort, Bentham rédige une dernière version de son testament dans laquelle il donne son corps à la science. Il y a deux objectifs pour Bentham là-dedans. Premièrement, éviter une sépulture ecclésiastique qui donnerait de l'argent à cette clique d'intérêts funestes qu'il dénonce aussi. Deuxième chose, faire avancer cette réforme.
faire avancer la possibilité qui n'existe pas sur le plan juridique pour que les gens puissent léguer leur corps à la science. Bentham rédige même une proposition de loi à cet effet, qui n'est pas adoptée avant sa mort, mais qui est adoptée 2 mois après sa mort, en août 1832. Et dans son dernier testament, Bentham dit à son ami Thomas Southwood Smith, l'un des meilleurs chirurgiens de l'époque, qui était l'un des plus fervents partisans de l'utilisation des cadavres et donc du don d'organes à la science, il dit « Je lègue mon corps à mon cher ami, le docteur Southwood Smith, afin qu'il en dispose de la manière indiquée dans le texte annexé au présent testament que j'ai intitulé Autoicon. Il reconstituera le squelette de telle sorte que l'ensemble puisse être assis dans une chaise que j'occupe habituellement de mon vivant, avec l'attitude que j'adopte lorsque je suis assis et que je médite dans les moments consacrés à l'écriture. » Bizarre. Mais le plus bizarre, c'est que ses amis se sont exécutés. Les manuscrits Autoicon, c'est les derniers sur lesquels Bentham a travaillé. C'est des manuscrits tellement farfelus qu'ils ont failli être jetés à la poubelle, être détruits. Leur authenticité a été contestée, tellement c'est dingue. En fait, leur authenticité n'est absolument pas contestable. Et c'est un mélange d'arguments utilitaristes très compliqués, avec le calcul d'utilité, mise en pratique, et une ironie absolument répugnante, vous allez voir pourquoi, est absolument fascinante et un amusement assez patent. Une autodérision assez nette. Et Bentham dit en gros qu'il faut créer ces auto-icônes, ces espèces de momies des grands hommes. Et il s'interroge. Il imagine des pèlerinages qui viendraient rendre hommage aux grands hommes. Il imagine en fait un genre de panthéon de ces momies, de ces auto-icônes des grands hommes. Lorsque Bentham aura cessé de vivre, s'interroge-t-il, qui le Bentham Club aura-t-il comme président? Qui sinon Bentham lui-même? C'est vers lui que se tourneront tous les regards, vers lui que seront adressés tous les discours. De plus, du point de vue moral, il y a un usage pour les vivants à voir ces morts parce que ça leur rappelle leur bonne réflexion. Ça leur rappelle les grands hommes, ça leur rappelle des incarnations d'exemples. Et puis Bentham imagine qu'on pourrait faire des petits spectacles avec les auto-icônes de Bentham, et il s'imagine, et il écrit les répliques, c'est le plus fou, en train de discuter avec Euclide en mathématiques, avec Blackstone sur le plan du droit, et on voit qu'il retrouve curieusement son maître qu'il a tant détesté et tant critiqué, avec Socrate, Platon, Cicéron, Saint Paul dans le domaine de l'éthique, avec Justinien et Coke dans le domaine juridique, avec Solon, Bacon et Montesquieu sur le champ politique, etc., etc. Son ami Southwood Smith s'exécute et les pèlerinages sont possibles. Voici un pèlerin avec l'auto-icône de Bentham. Et dans une lettre de 1857, Southwood Smith explique « J'ai essayé de ne pas toucher à la tête, de n'en retirer que les fluides en la plaçant sous une pompe à air et de l'acide sulfurique. Par ce moyen, la tête fut rendue aussi dure que les crânes des Néo-Zélandais. Mais toute expression s'en était évidemment dissipée. Voyant qu'elle ne pouvait plus convenir pour être exposée, j'en ai fait faire une reproduction de cire par un artiste français, et Talrich, donc l'artiste français, est parvenu à obtenir l'une des plus admirables ressemblances que j'ai jamais vues. Ensuite, j'ai fait rembourrer le squelette afin que les vêtements de Bentham l'eussiez, et j'ai fait fixer cette copie de cire, donc cette tête-là, au tronc de Bentham, qui surmonte donc le véritable squelette de Bentham. Le personnage fut placé en position assise dans la chaise où il avait l'habitude de s'asseoir, avec dans une main sa canne, qui était sa compagne de tous les instants et qu'il appelait d'Apple. Le tout fut enfermé dans un coffre d'acajou aux portes vitrées, et lorsque j'ai quitté ma maison, je n'avais plus de pièces suffisamment grandes pour m'en charger. Je l'ai donc donné à University College, où il se trouve à présent. Donc il y a plusieurs moyens de comprendre cette fantaisie de l'auto-icône de Bentham. On peut dire que c'est véritablement un ego démesuré qui fait qu'il se croit irremplaçable et si supérieur à tous les autres hommes qu'il veut encore être exposé aux yeux de tous après la mort. On peut aussi considérer que, plus modestement, il se considère lui-même comme un instrument de sa propre doctrine politique. Et il essaye d'être lui-même utile
par-delà la mort. Cette auto-icône, sur le plan de la guerre des mots, elle témoigne aussi de la manière dont la pensée de Bentham subvertit totalement les distinctions traditionnelles entre réalité, symbole, signe linguistique. Avec l'auto-icône, une personne devient sa propre image et devient son propre symbole. Et donc, une chose devient le signe de cette chose elle-même. C'est donc à travers cette subversion qu'on voit à quel point l'œuvre de Bentham est riche, à quel point elle a à nous apprendre. Et avec ses travaux sur la fiction, dont Bentham finalement s'est fait le symbole assez paradoxal et assez déroutant, il nous invite à un éveil critique, et toujours critique, vis-à-vis du pouvoir, parce que la guerre des mots ne connaît en effet pas d'armistice. Et mon objectif, après cette conférence, c'est que tout comme Bentham était perturbé par les fantômes de son enfance, vous soyez vous-même perturbé par la pensée de cette conférence et par la pensée de Bentham que je vous ai transmise. Et pour ne pas oublier cette conférence et qu'elle vous hante encore aussi longtemps que possible, la diapositive qui suit est celle de la tête de Bentham, mais cette fois la vraie, telle qu'elle existe aujourd'hui après la dissection, âme sensible, s'abstenir. Je vous remercie. Non, non. Oui, oui, j'étais long en fait. Grande salle, mais pas de micro. D'accord. Eh bien, cette quête de la scientificité, lorsqu'il fait son arithmétique du plaisir et de la peine pour mesurer la validité d'une loi, et cette contestation de la fiction paraissent culminer lorsqu'à la fin de sa vie, au lieu de commander son portrait à un artiste, ou de commander un masque aussi à un artiste, ou s'il est très mégalomane, une grande statue au centre d'une place dans une ville anglaise. Également, c'est à un savant, à un chirurgien, qu'il confie, très cohérent avec sa démarche, son corps pour le perpétuer, alors qu'au fond, on dit que la peinture est née lorsqu'il a fallu circonscrire l'absence. De sorte que cet homme... Je pense qu'on a compris votre question. Je vais demander de terminer rapidement parce qu'on a peu de temps. D'accord. De sorte que ce crâne atroce qu'on a vu à la fin démontre ou même ce délire de scientificité dans ce déni de l'âme, tout comme à son début, lorsque lui veut chercher le plaisir et fuir la peine, lui voit la peine dans le lieu d'aisance. Ok, on va laisser Guillaume vous répondre. C'est une des interprétations, une manière de dire que c'est absurde et que ça confine au grotesque, sa démarche. Alors ça ne l'a pas empêché d'avoir des statues et d'avoir des portraits peints de lui, mais l'une des interprétations, c'est ridicule et vraiment Bentham était complètement fou. L'autre manière, c'est de tenter de raccrocher ça à sa théorie de la fiction et de voir comment lui-même se fait fiction.
Voilà, c'est l'interprétation plus charitable que j'essaye de suggérer. Oui, c'est ça. Une autre question. Monsieur, vous demandez de parler fort et d'être À propos des Bentham, vous, appelez les fictions multiples en droit. Mhm. Il y a un terme sur lequel je voudrais dire que vous savez peut-être. Eh bien, c'est le mot propriété. Mhm. C'est un mot qui est si simple en soi. Ouais. Un peu l'horizon poétique est cela. Et c'est un mot, je vous apprends rien, qui est généralement défini par le droit d'user, d'abuser d'un droit absolu. Et historiquement, il l'a toujours été. Il était en droit romain. Et si je penche sur l'histoire de la Révolution française, c'est un mot qui a eu un retentissement beaucoup plus important qu'on le croit, à droit Bourdieu. Mais on voit par exemple que ce soit lors de la constituante, le législatif, de la convention, l'insistance des révolutionnaires, ceux qu'on appelle ainsi du moins, à maintenir le mot propriété dans le sens usuel. Ça s'explique socialement en ce sens, je crois, que les équerreurs des biens nationaux ne voulaient pas se voir menacés d'être de pauvres quand on confisque. Ils voulaient l'acquérir. Quelle est votre question alors? C'est que cela menait finalement à une méfiance qui a conclu Robespierre assez injuste finalement à la guillotine. Parce qu'on se méfiait d'eux. Maintenant, encore actuellement, nous voyons des immeubles qui ne sont pas mis en location et simultanément des SDF qui rêvent de fois au pied des mêmes immeubles. Alors, ce mot, à l'accapareur sur la Révolution, j'ai fini, était en fait un boulanger qui avait des provisions énormes de grains et qui ne voulait pas les mettre en circulation pour spéculer sur les grains. C'était des affameurs. Et ça conduit à pas mal de... Voilà. Et quelle était la position de Bentham à l'égard de la propriété? Ok. Alors, plusieurs remarques. Sur la propriété, oui, vous avez raison sur l'affaire des biens nationaux. En fait, la première version de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article 17, c'est pas la propriété est un droit inviolable et sacré, c'est les propriétés sont un droit inviolable et sacré. Et j'ai vu un exemplaire original de 1789. Les propriétés ont ensuite été grattées, parce que c'est du papier assez épais, pour qu'on y substitue la propriété. Mais initialement, c'était bien les propriétés. Et ensuite, il y a le problème des biens nationaux qui fait qu'on a insisté sur la propriété. Alors, la position de Bentham, il n'a jamais prôné l'abolition du droit de propriété. Il a toujours été pour. Donc, de ce point de vue, c'est un propriétariste, comme les révolutionnaires français. Cependant, lui n'en ferait nécessairement, d'après sa théorie de droit, lui n'en fera pas un droit absolu. Ce sera toujours un droit. Un droit absolu, ça ne peut pas exister. Un droit, c'est toujours conditionné par la loi, défini par la loi, et c'est nécessairement limité par les conditions que la loi pose à son exercice. Mais vous avez des pages extrêmement longues et extrêmement complexes dans les écrits de théorie juridique de Bentham sur la propriété. Parce que c'est un droit qui, en fait, recouvre une multitude d'obligations, une multitude de droits, une multitude de pouvoirs. À travers la propriété, on a en fait tout un faisceau de prérogatives et d'obligations. Donc, de ce point de vue-là, sa théorie des fictions contribue aussi à l'analyse de ce droit, artificiellement présenté comme un. De rien. Bien, moi j'aurai encore des tas de questions à poser à Guillaume Tussaud et je suis sûr que c'est le cas pour vous aussi, mais l'heure c'est l'heure. Et donc je vous propose de remercier encore une fois. Ah, j'ai été long en fait, je ne me suis pas contrôlé. C'était très bien. Okay. J'ai pas du tout voulu te couper parce que c'est